Salut à tous, je suis Audrey, j'ai 30 ans et je vis depuis peu en Bretagne. J'ai eu la chance de voyager dans le monde pendant 3 ans tout en travaillant à distance en tant que freelance. Cette liberté et quête d'aventure m'a fait découvrir une activité incroyable et qui a sans doute bouleversé ma vie, la plongée. Je suis une grande amoureuse de la rencontre et de l'échange avec les autres. Ma curiosité et une nouvelle passion pour la plongée m'a donc poussée à créer ce podcast La tête en mer. À travers ces interviews de plongeurs professionnels ou expérimentés, je souhaite partager avec vous la magie de ce qu'il se passe et ce que l'on vit sous l'eau. J'aimerais également mettre en lumière les plongeurs, ces personnes au profil atypique, dont les expériences et histoires nous font voyager vers un monde sous-marin que l'on connaît encore trop peu, mais que nous devons pourtant rapidement protéger. Bonne écoute et n'hésitez pas à liker le podcast, de partager un max et à suivre l'aventure sur la page Instagram La Tête en Mer. Merci à vous! Moi et mec, on a la chance de se retrouver dans l'un des plus beaux coins de la France, certainement, la presqu'île de Quiberon. Ouais. Ça fait quelques mois que tu vis ici et je crois que ça faisait très longtemps que tu n'avais pas vécu en France. Ton métier t'a amené à voyager aux quatre coins du monde et je crois que ça te déplaît pas. Non, pas du tout même. J'adore parler de plongée avec toi parce qu'on sent que tu es passionné, que tu vis pour ça. Et là, aujourd'hui, tu as atteint le niveau d'instructeur de plongée. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'en es arrivé là ? La plongée, j'ai commencé assez tôt. J'ai été initié par mon père, vraiment très tôt, peut-être dès 7 ou 8 ans. Je me souviens, les mercredis soirs, on allait à la piscine avec lui, faire les entraînements, regarder les grands faire de la plongée. Nous, on avait juste le masque, on les regardait. Tu viens pas de la mer, hein. Tu viens de la région de lyonnaise. Lyon, Ouais. de la région lyonnaise. Et quand on a eu l'âge, donc je pense que c'était 10 ans, on a fait, notre père nous a inscrits avec mon frère jumeau au niveau 1 de la 2FE2SM, donc la Fédération française de plongée sous-marine. On a validé ça dans un lac tout froid, pas de visibilité, horrible. C'était pas top. Et ensuite, on allait plonger avec lui quand il faisait ses saisons en Corse. Et on a eu la chance de plonger quand on avait 13-14 ans. On a pas mal plongé en Corse, on allait avec lui. C'était vraiment pas mal. Après, il y a eu une grosse période où j'ai pas plongé, entre ça et mes 20 ans à peu près, à part quelques petites exceptions. Et je me suis retrouvé en Thaïlande après un premier travail qui m'avait pas vraiment plu en France. Et je me suis retrouvé en Thaïlande pour... À Koh Tao. À Koh Tao, exactement. Et il y avait toutes ces écoles de plongée, tous ces bateaux. Je suis arrivé, j'ai fait, c'est quoi cet endroit ? Une île de 20 km² avec une centaine de clubs de plongée. L'île vraiment dédiée à la plongée. Et du coup, j'ai fait mon diplôme de guide là-bas, ce qu'on appelle le Dive Master. Je suis resté bloqué à Koh Tao pendant 2 ans. 2 ans. Alors que tu partais pour alors que je partais pour 3 mois à l'origine. Ok, ouais. Incroyable. Et je suis resté 2 ans comme guide de plongée comme ça à Koh Tao. Ensuite, j'ai voulu évoluer, donc j'ai fait mon instructorat pour pouvoir enseigner la plongée, ne pas être plus qu'un guide, mais être vraiment un moniteur. Et je suis resté encore 2 ans en tant que moniteur en Thaïlande. À Koh Tao toujours ? À Koh Tao toujours. Ok, donc tu as passé 4 ans à Koh Tao. 4 ans à Koh Tao, ouais. Et puis après, un petit peu d'autres voyages, une saison en Grèce, on est allé en Australie, au Costa Rica dernièrement. Génial, ouais. Trop bien. Et qu'est-ce que ça fait d'avoir la mer pour son bureau ? Parce que c'est ça en fait, tu disais que tu as fait des études, je crois que tu as fait des études un peu en commerce, tu as bossé un peu en bureau. Un petit peu. Ouais. Et je crois qu'aujourd'hui c'est plus du tout envisageable pour toi. Non. J'ai fait un bac plus 4, je me suis arrêté à la maîtrise en économie et en management. J'ai eu un travail sur Lyon pendant 1 an à peu près. Et il y en a qui font leur burn-out au bout de 40 ans de boîte. Moi je l'ai fait au bout de 9 mois, 10 mois. Ouais. Okay. Et je savais que c'était pas fait pour moi. En plus, c'était pas une période forcément où j'étais très, très content de ce que je faisais, où j'étais content de plein de choses en fait. J'étais pas dans une période très, très bien. Et de partir, de voir comment ça se passait ailleurs, tout ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et donc avoir la mer comme bureau, là, c'était le summum.
C'est le Graal, ouais. Je pourrais pas revenir en arrière en fait. J'imagine que forcément c'est trop cool d'avoir la mer en bureau. Maintenant, quand tu commences un travail en tant que plongeur, le rythme est assez effréné. Est-ce que le kiff de faire ce job est suffisant pour justement accepter ce rythme-là? Et c'est physique quand même d'être instructeur de plongée, de plonger. Ouais, je pense pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde, clairement. Il y a une stat qui me fait toujours beaucoup rire chez Paddy notamment, c'est que tu as 70% des instructeurs qui ne renouvellent jamais leur affiliation à la fédération. 70%. 70%. Donc ça veut dire vraiment que tu as 70% des instructeurs qui sont certifiés, qui travaillent peut-être pendant quelques mois, un an, et qui ensuite soit peut-être changent de fédération ou tout simplement arrêtent la plongée. Parce que c'est pas très forcément facile. C'est pas que vivre au soleil, boire des cocktails le soir. C'est souvent, comme c'est du travail assez saisonnier, c'est souvent très intense. Les meilleurs endroits, ça va être 6 jours par semaine, mais ça m'est arrivé de faire plus de 60 jours sans un seul jour de congé. Donc 60 jours consécutifs dans l'eau tous les jours à faire 2, 3, 4, jusqu'à 5 plongées par jour. Il faut être passionné. Il faut clairement être passionné, il faut aimer ça. Donc en fait, ça peut être quelque chose un métier temporaire dans la vie des gens. Donc dans la vie de 70% des instructeurs de plongée, c'est quelque chose de temporaire. C'est ce que je pour beaucoup de personnes, ouais. D'accord. Pour beaucoup de personnes, je pense que c'est un gros kiff. C'est de se dire, voilà, c'est vrai que la plongée, il faut quand même remettre ça en contexte, c'est que c'est un loisir qui est quand même assez cher. C'est assez cher dans le sens où les plongées en elles-mêmes sont chères, mais il faut aussi se rendre aux destinations pour faire ces plongées. Il faut vivre sur place, il faut se libérer du temps. C'est un hobby qui peut être vite très coûteux. Et du coup, d'être instructeur ne serait-ce que quelques mois, quelques années, ça peut permettre de remplir, on va dire, sa jauge de satisfaction de la plongée, d'en profiter le plus possible, mais de savoir qu'à long terme, c'est pas viable. D'accord. Parce que les salaires sont très faibles, parce que le rythme est quand même assez dur, et il n'y a pas une stabilité, il n'y a pas une place pour tout le monde, clairement. Et toi, tu listes toutes ces difficultés, et malgré ces difficultés, tu continues. Là, ça fait combien de temps que tu exerces du coup en tant qu'instructeur de plongée? Alors, en tant qu'instructeur depuis 2016, donc ça fait 5 ans. Et vu que je suis resté guide 2 ans, ça fait donc déjà 7 ans là. D'accord. Que je fais que ça. Et tu dois arrêter? Non, pas du tout. Pas du tout. Évoluer, clairement, mais pas arrêter. Et comment t'évolues Pour moi, j'ai l'impression que voilà, quand tu es instructeur de plongée, c'est un peu le Graal. Tu as atteint le niveau le plus haut. Est-ce qu'il y a, il y a encore en soi, il y a encore des niveaux plus hauts. Il y a ce qu'on appelle les courses directeurs. Donc ça, c'est ceux qui vont certifier les instructeurs. Ouais. Là, le rythme de plongée, en tout cas, est très réduit parce que ce sont des sessions qui durent en général 15 jours. Tu as une semaine de classe. Ensuite, tu as une semaine de préparation aux exercices pour les instructeurs. Donc c'est souvent un peu de piscine. Tu peux même pas forcément t'immerger, faire... juste noter, donner des conseils aux nouveaux instructeurs. Donc là, tu vas plonger beaucoup moins, tu vas être quasiment que dans l'enseignement. D'accord. Ce qui te fait rester dans le monde de la plongée, parce que tu es toujours dans un club de plongée, tu es toujours entouré de plongeurs, entouré de guides, de moniteurs, et tu peux toujours aller plonger, que ce soit pour toi, avec des clients. Ça, c'est une des façons de rester dans le monde de la plongée. Après, il y en a même d'autres. Ça pourrait être ne serait-ce qu'être capitaine d'un bateau. Ça pourrait être travailler, pour moi, ce que j'aimerais dans un club de conservation marine. Plein de façons. Ok, tu as plein de chemins à prendre. Ouais. Et tu abordes le sujet de capitaine de bateau. J'entends souvent me dire que les skippers ont peur de mettre la tête sous l'eau, ne veulent pas mettre la tête sous l'eau. Et je me dis que peut-être les plongeurs n'ont pas envie de rester au-dessus de l'eau. Est-ce qu'il faut avoir son permis bateau quand tu es instructeur de plongée? Alors, pas partout. Pas partout.
Il y a certains endroits, tout à l'heure on parlait de Bonaire, qui n'ont pas forcément beaucoup de bateaux, c'est beaucoup de plongée de la plage, comme à Malte. Il y a d'autres endroits qui, de toute façon, ils ont leur capitaine. Il y a des pays qui protègent aussi leur emploi comme ça. Par exemple, en Thaïlande, tu ne pourras pas avoir un capitaine qui n'est pas un Thaïlandais. Le bateau peut appartenir à une compagnie qui serait étrangère, mais le capitaine sera toujours un Thaïlandais. Euh, c'est une façon pour ces pays de protéger un petit peu leur emploi. Après, ça peut être un plus dans les petits clubs où souvent tu as des zodiacs. Si jamais un jour tu as le capitaine qui est malade, ou toi par exemple tu peux pas plonger en tant qu'instructeur, mais tu vas quand même venir travailler. Si tu peux pas plonger, ça peut être bien de pouvoir piloter le bateau pour que tu aies un collègue qui prenne ta palanquée et toi tu restes sur le bateau. Tu es un peu plus polyvalent, voilà, c'est ça. Complètement, oui. Ouais. Donc Oui. c'est un plus d'avoir le permis bateau, mais je trouve, en tout cas pour moi, ça a rarement été soit un atout, soit un frein à trouver un emploi. D'accord. Il y en a plein qui Ouais, tu as beaucoup de plongées. Soit les plongées sont de la plage, auquel cas donc, tu n'as pas besoin de bateau, tu pars directement de la côte, ou soit tu pars en Zodiac. Moi, je préfère quand même les plongées Zodiac. Ouais. Ça a son charme en fait de monter sur le bateau. Généralement, c'est des Zodiac. Ça fait partie de l'excursion. Ouais, c'est ça. Ouais, tu rentres déjà, tu pars en fait. Tu pars déjà dans un monde et dans une expérience qui va être un peu dingue. Et j'avais un peu l'appréhension de sauter aussi du bateau et de faire la renverse là. Ouais. Et en fait, bon, ça se passe très bien. En général, ça se passe bien. Ouais. Mais c'est trop chouette. Et pourquoi tu plonges? Est-ce que c'est pour les profondeurs, les sensations que ça t'apporte, les espèces que tu vois? Il y a plein de choses. Moi, c'est d'abord le fait d'être sous l'eau. D'accord. Le fait d'être sous l'eau, d'être au calme, c'est un peu comme l'endroit parfait pour méditer. Moi, j'en suis arrivé au point maintenant où j'arrive à oublier que je suis sous l'eau. Ou des fois, je suis obligé de me dire regarde ton air, parce que ça fait quand même un petit moment que tu n'as pas regardé. Le milieu devient tellement naturel pour toi. Ouais. Et j'avais rencontré au début où j'étais juste guide, donc ça devait être en 2014 ou 2015, et j'avais pas encore compris à ce moment-là. J'avais une dame, une Française, qui était venue pour faire ce qu'on appelle un refresh. Donc c'est une dame qui n'avait pas plongé depuis longtemps et qui voulait refaire des exercices avec un guide pour se sentir à l'aise sous l'eau. Et pendant le briefing à la surface, je lui ai demandé si elle avait des intérêts particuliers sous l'eau, si elle voulait que je cherche pour elle un nudibranche par exemple, ou une tortue. Enfin, des fois il y a des gens qui ont des demandes, et puis bon voilà, on peut jamais rien leur garantir, mais si on peut, on le fait. Et cette dame, elle m'a dit t'embête pas pour moi, reste à côté, mais t'embête pas à chercher quoi que ce soit, moi ce que j'aime c'est être sous l'eau. Et en fait on est resté pendant peut-être 40 minutes dans la même zone, à quasiment pas palmer, et elle était juste là, elle regardait un petit peu autour d'elle, elle faisait des bulles avec sa bouche, elle enlevait son détendeur, elle faisait des ronds, et elle faisait des pirouettes, elle était juste contente quoi. Elle était en Thaïlande, on était à côté d'un récif corallien, on aurait pu aller voir plein de choses, mais non, on est resté sur le sable, et on a juste attendu un peu, on va dire, que le temps passe. Et elle voulait juste être sous l'eau. Ça me fait plaisir d'entendre ça, parce que franchement, je pense que je n'ai jamais entendu cette histoire. Et je pense que je suis un peu pareil aussi. Parfois, tu vois, quand on va pendant le briefing, les instructeurs vont me dire on va voir ci, on va voir ça, on va chercher ci, on va chercher ça. Ouais. Je pense que c'est peut-être un petit peu aussi l'attraction et peut-être l'objectif de la plongée, en tout cas en tant qu'instructeur ou guide, tu dois montrer des choses aux gens. Et alors que je comprends tout le temps complètement cette dame, pour moi le gros kiff c'est d'être aussi sous l'eau et juste de se sentir, quand la première fois que j'ai plongé, cette sensation d'être sous l'eau et de respirer sous l'eau était juste incroyable. Et c'est ça aussi pour moi la plongée, en effet, c'est d'être dans un milieu, alors pour toi il est devenu naturel, mais voilà, c'est quand même pas un milieu naturel pour la plupart des gens, mais c'est un milieu qui est du coup différent et tellement incroyable. Donc cool d'entendre ça.
Et bon, tu as quand même parlé de quelques... Tu as cité le nom de quelques espèces, notamment nudibranche. Oui. Tu as une connaissance des espèces marines qui est hyper poussée. À chaque fois que tu m'en parles, tu me décris les espèces de manière très précise. Comment tu t'es formé sur ça? Sur le tas. Vraiment, c'est... En fait, à chaque fois que j'arrive dans un nouvel endroit, je vais acheter le livre des espèces qu'on trouve que dans cet endroit. Et puis là, je regarde. Je regarde par rapport au livre, ce que je vois sous l'eau, et j'observe tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu prends pas de photos. Non, 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 moi je suis pas du tout team photo et caméra, c'est quelque chose qui m'agace plus qu'autre chose. Ça m'agace tellement que j'ai même réussi à perdre une caméra, complètement une caméra au Costa Rica. C'était peut-être un signe, ouais, qu'il fallait pas que C'est tu ça, partes non, avec... non, non, moi c'est... Des fois je le regrette un petit peu parce que, par exemple, quand on me demande des photos tout simplement de ce que je vois, de ce que je fais, j'ai pas grand chose à montrer. Et c'est vrai que la photo est un super outil pour, pour montrer, pour que les gens se rendent compte, parce que dire j'ai vu, je sais pas, moi, j'ai vu un requin-baleine de 7 mètres, oui, bon, dans l'imaginaire, mais on n'arrive pas forcément à se représenter ce que c'est 7 mètres et qu'est-ce que c'est un requin-baleine. Avoir une photo, c'est toujours bien. Bien Mais sûr. moi, non. C'est les yeux, je me souviens de ce que je vois et je suis très content comme ça. Mais ta copine Marine est là pour prendre les photos. Voilà, c'est donc ça, exactement. Bon. On se complète super pour ça. C'est Nickel. parfait. Et est-ce que tu penses qu'on a encore beaucoup à apprendre des fonds marins? Oui, je pense que oui, parce que on est allé faire une croisière de plongée en juillet 2020. On a fait les îles Coco, euh, qui était vraiment incroyable. D'ailleurs, s'il y a des gens qui hésitent à aller là-bas, il faut vraiment y aller. On était sur un bateau qui d'habitude prend un sous-marin d'exploration, parce que c'est un endroit, c'est une réserve biologique, les îles Coco, et il y a des expéditions qui se font en ce moment même. Et sur le bateau, cette fois, il n'y avait pas le sous-marin, mais par contre, il y avait le pilote du sous-marin. Et on a pu, pendant une semaine, parler avec ce pilote de sous-marin, qui est aussi un plongeur d'ailleurs. Il a fait beaucoup de plongées avec nous pendant cette croisière. Lui, il était en recycleur et tout. Ok. C'est quoi le recycleur? Le recycleur, c'est le circuit fermé. Donc, quand tu fais ton expiration, tu n'as aucune bulle qui s'échappe. L'air que tu recraches repart dans le système. Elle est mélangée avec de la chaux, tu as une petite bouteille d'oxygène et ça te refait ton mélange en fait. Tu peux rester quasiment, je vais pas dire illimité, mais tu peux rester des heures et des heures et des heures sous l'eau. Tu peux changer de profondeur. C'est l'ordinateur qui va calculer exactement quel gaz il doit te donner. Donc c'est-à-dire quel pourcentage d'oxygène, quel pourcentage d'azote. C'est pour des plongées vraiment engagées et Ouais, beaucoup plus techniques. Voilà, beaucoup plus technique. Et ce pilote de sous-marin nous disait que le sous-marin, il le sortait depuis 15 ans. À chaque fois qu'il le sortait, il trouvait au moins une nouvelle espèce. Et encore aujourd'hui, à chaque fois qu'il sort ce sous-marin, c'est un sous-marin qui peut aller jusqu'à 350 mètres, Wow. si je dis pas de bêtises. Et entre la zone des 100 mètres et des 350 mètres, ça n'est pas arrivé une seule fois qu'il ne trouve pas une nouvelle espèce. Alors en fait, on a l'impression généralement que les espèces sont plutôt à la surface. Et donc là, ce que je comprends de ce que tu dis, c'est que non, en fait, il y a beaucoup d'espèces qui sont vraiment très en profondeur. Voilà, on a cet imaginaire de toutes les espèces sont entre 0 et 20 mètres. Ouais. Parce qu'au final, parce que c'est ce qu'on voit. Et exactement, c'est ce qu'on voit, l'eau est claire, il y a encore des couleurs, c'est ce qu'on voit en premier. Donc on dit oui, la vie, elle est entre 0 et 20 mètres. Mais il y a plein d'autres choses. On ne connaît rien encore sur les créatures du fond. On connaît rien encore, et ça, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à voir. T'aimerais y aller, toi, dans ce sous-marin? Je suis pas sûr. Je me suis posé la question et je sais pas. Je sais pas. Les très grandes profondeurs, c'est pas forcément quelque chose qui, moi, m'attire beaucoup. D'accord. Ouais.
Ouais, c'est intéressant parce qu'on a souvent l'impression que plonger, c'est aussi aller loin, aller dans les profondeurs. Et pas pour tout le monde. Pas pour moi en tant que plongeuse voilà, amatrice, Ouais. mais du coup, j'entends que ça peut ne pas être le cas non plus pour des plongeurs professionnels. Non, non, pas forcément, ouais. Non, vraiment, c'est chacun a son. Ce qui est bien dans la plongée, comme l'a fractionné Paddy par exemple, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que tu peux, suivant les niveaux que tu fais, et que ce soit en tant que plongeur, on va dire amateur, ou en tant même que professionnel, tu peux, je connais des instructeurs qui sont restés instructeurs niveau 1 et niveau 2, donc Open Water, Advanced Open Water, toute leur vie. Ils n'ont jamais fait de spécialisation pour faire de la plongée qu'on appelle tech, c'est-à-dire descendre plus loin, descendre jusque dans la zone des 60 mètres, ou même ensuite aller au trimix qui te permet d'aller jusqu'à 120 mètres de profondeur. Il y a des gens, ça ne les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire les 30 premiers mètres, et les 30 premiers mètres leur suffisent carrément. J'ai eu un client une fois qui avait 800 plongées, qui était niveau 1. Il m'a dit, et je lui ai demandé s'il voulait faire niveau 2, il m'a dit non, j'ai 800 plongées dans les zones des 18 mètres, mais ça ne m'intéresse pas d'aller après. Lui, il plonge 15-20 fois par an, et lui, ce qu'il Pas veut, besoin c'est d'aller il plus veut, il veut profond, voir de quoi. la couleur, il veut voir des poissons, et ça ne l'intéressera pas de faire autre chose. Et je me souviens d'une plongée qu'on avait fait en Thaïlande où on avait été, je crois, jusqu'à 10 mètres, et alors que j'avais le niveau pour aller jusqu'à 20 mètres. Et en fait, l'instructeur m'a dit, mais ça sert à rien qu'on aille Pas intéressé. plus profond, parce que c'est à 10 mètres qu'on voit les plus belles choses, quoi. Donc, Voilà, chaque site a sa spécificité aussi. C'est pas parce qu'un site descend à 60 mètres de profondeur que tu vas voir plus de choses à 60 que dans les 12 premiers. Ça dépend ce que tu veux voir, et ça dépend vraiment de la sensibilité des gens. Et ça, je trouve ça vraiment bien dans la plongée. Il y en a génial, pour ouais. tous les goûts. Il y en a pour tout le monde. En fait, c'est dingue, il y a plein de choses là dont on parle qui font écho à un film que j'ai vu hier soir qui s'appelle Le Chant du Loup. C'est un film français, un film de science-fiction, mais qui est tourné dans un monde qui pourrait être tellement réel. C'est sur la marine nationale. Alors on voit la base de Brest, où on a pas mal de sous-marins d'ailleurs. J'ai appris plein de choses sur l'armée, sur la marine nationale en regardant ce film. Bien que ce soit une science-fiction, je ne sais pas si tout est vrai, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de vrai. C'est bien documenté. Ouais, et je vais essayer de ne pas spoiler le film, mais il y a un sujet, en tout cas, qui est revenu et qui est, donc, à un moment, une personne a mal aux oreilles puisqu'elle fait une remontée un peu trop rapide. C'est vraiment un scénario catastrophe et un cas extrême, mais ça m'a fait tilter sur le fait que j'entends souvent les gens dire « je ne plonge pas parce que j'ai mal aux oreilles » ou « j'ai plongé un tout petit peu et j'ai eu mal aux oreilles, donc j'arrête la plongée, c'est pas pour moi ». Et vraiment, je l'entends beaucoup. Et à chaque fois, je peux pas m'empêcher de me dire « mince, c'est dommage. Est-ce qu'il y a réellement... Est-ce que ces gens-là ont réellement un problème ? Ils ne peuvent pas plonger, ou bien que c'est... Moi, je sais que les premières plongées, j'ai eu du mal un petit peu à égaliser, donc ce qu'on fait justement pour descendre et passer la pression pour que nos oreilles ne soient pas complètement pétées. Mais est-ce que tu as des conseils par rapport à ça ? Est-ce que ça arrive beaucoup quand tu es en plongée avec des clients qu'ils aient ce genre de soucis ? Je sais qu'au niveau physiologique, il y a des personnes qui effectivement ont beaucoup de mal à l'égalisation, donc ils n'arriveront pas à descendre, même en leur donnant toutes les techniques possibles. Donc ça peut être se pincer le nez et souffler, ça peut être de déglutir. Quand on avale sa salive, on bouge un petit peu la mâchoire, ça peut aider à passer. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Donc voilà, ça c'est une fatalité, on va dire. Okay. Mais c'est très très peu de personnes. Ma petite sœur, par exemple, on a essayé de l'initier à la plongée au début quand elle était dans l'adolescence, et elle avait énormément de mal à faire passer ses oreilles. On a un médecin de famille qui est médecin du sport qui lui a dit tous les jours essaye d'égaliser une fois. Il ne faut pas le faire trop quand on est à la surface, mais tous les jours essaye, tu te pinces le nez et tu le fais au moins une fois. Elle l'a fait pendant des années, une seule fois par jour, pour pas s'abîmer les oreilles. Et elle est venue me voir en Thaïlande il y a 4 ans maintenant, du coup. Et je lui ai fait son niveau 1.
Et pas c'est du tout de passé. mal à égaliser, ouais, c'est passé. Génial. Donc il y a aussi ça, la Ça s'entraîne, physiologie ça se peut, travaille. voilà, ça s'entraîne, la physiologie peut aussi changer entre l'adolescence et Mm. quand on devient adulte. Et après, mine de rien, moi je pense qu'il y a il y a un côté psychologique très important. C'est-à-dire que assez régulièrement, j'ai ces personnes qui me disent non, mais mes oreilles ne passent pas, j'y arrive pas, on arrête l'expérience. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que ça peut être deux personnes. Il y en a un qui avait très envie de faire ce baptême, l'autre qui est plus oui, bah, je t'accompagne, je le fais parce que tu me demandes de le faire. Et il y a tellement de stress, cette personne n'a pas envie de le faire, elle est pas calme, elle est pas relaxée, elle est pas détendue. Donc du coup, ses oreilles ne passeront pas. Il faut, pour aller sous l'eau, il faut le vouloir, il faut avoir envie et être détendu. Si on est tout crispé là comme ça, non, ça passera pas. Donc il y a plusieurs facteurs. Je pense que les gens qui vraiment ne peuvent pas à cause d'un problème physiologique, c'est un très 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 petit. Ouais. Très petit pourcentage par rapport aux gens qui disent qu'ils ont mal aux oreilles. Donc quand t'entends ça, tu te dis non mais allez, essayez quand même, ça peut, sur un malentendu, sur un malentendu, ça ça peut passer. Si Non, vraiment vous le voulez. voilà, faut pas se faire pousser, il faut pas si jamais vous n'avez pas envie de le faire, il faut pas le faire. Mais si l'envie est là, si l'envie de découvrir est là, ça va passer a priori. Go, nice, trop cool. Et si on s'immerge un peu, quelle est l'espèce la plus dingue que tu aies vue sous l'eau? Peut-être, je sais pas, la plus petite et la plus grosse. Ok, bon, la plus grosse. Étonnamment, c'est une espèce que j'ai vue qu'une fois, mais lui, il m'a vraiment marqué. Je pense que c'est aussi à cause de la rencontre, mais c'était un requin des Galapagos qui était aux îles Coco. Alors, c'est le requin de Galapagos, mais il était aux îles Coco. Au Costa Rica. Donc, au Costa Rica. Et je l'ai rencontré, c'était une plongée dérivante. J'étais un petit pas éloigné du groupe, mais bon, j'étais un petit peu quand même à l'écart. Et cette plongée dérivante était le long d'une falaise. Et le requin remontait le courant en fait. Moi, je partais avec le courant. Et donc, on s'est rencontrés vraiment face à face. Et il était gros. Il était très gros. Il devait approcher ses 4 mètres. Et pour un prédateur qui a une carrure comme ça, c'était vraiment impressionnant. Lui, il m'a fait monter un petit peu dans les tours. Et même si, il s'est approché? Vraiment, on s'est croisés, mais comme lui il remontait le courant et que moi je me faisais emporter avec le courant, il n'y avait aucun moyen que je lui échappe ou quoi que ce soit. On s'est vraiment croisés, on s'est... Tu allais rentrer dans la gueule d'un requin des Galapagos. À 2 mètres, on était vraiment, on s'est croisés comme ça, il m'a regardé, je l'ai regardé et tout s'est bien passé. Mais c'était assez impressionnant, vraiment impressionnant celui-là. Et, dans les plus petits, j'aime beaucoup les crevettes arlequins. Elles sont pas très grosses, elles doivent faire, on va dire, 3, 4, 5 cm. Et elles ont une espèce de robe bleue pour les mâles et violette pour les femelles, je crois. Et avec des bordures blanches, comme ça, c'est assez incroyable comme petite bête. Elles sont toujours en couple. Et elles mangent des étoiles de mer, donc elles les retournent pour pas que l'étoile puisse s'échapper. Elles les mettent sur le dos et ensuite elles leur mangent les bras comme ça. On est d'accord que l'étoile de mer est plus grosse que la crevette? Bien plus grosse. Incroyable. Mais à deux, elles arrivent à travailler comme ça, à la retourner et à la manger. Travail de couple, quoi. Travail de couple. Et ce qui est dingue, c'est qu'une étoile de mer, ça se régénère. Donc on peut imaginer un peu la vie de l'étoile de mer qui se fait manger un bras, ensuite les crevettes passent à l'autre et en même temps t'as le bras qui repousse et ça n'a pas l'air d'être une vie très cool. Ok, c'est incroyable, j'ai jamais entendu parler de ça. Tu regarderas crevettes arlequin. Quelles ont été tes plus belles plongées, les plus beaux fonds marins que tu as vus? Les plus beaux fonds marins, je dirais en mer Rouge. Parce que il y a des couleurs qui étaient vraiment incroyables.
On a fait des plongées à 10-12 mètres de profondeur, mais dans des jardins de coraux à perte de vue. Et j'avais été très très surpris de la bonne santé de ces coraux d'ailleurs. Alors, c'était pendant une croisière de plongée, donc on n'était pas au bord. Au bord, les coraux sont souvent beaucoup plus abîmés qu'en pleine mer. Mais les couleurs étaient incroyables, la santé des coraux faisait vraiment plaisir à voir. Et ça, pour le coup, c'est quand même assez magique, toutes ces couleurs. Par rapport à Koh Tao en Thaïlande, Voilà, les coraux ça sont c'est. beaucoup plus blancs. Il y a le blanchissement des coraux en Thaïlande. Je l'ai particulièrement vu, je crois que c'était en 2017, où on a eu des températures, mais vraiment records. Pendant plus de 4 mois, l'eau est restée au-dessus de 31 degrés. Et là, c'était alarmant. Ok, c'est bien On pour a plonger, vraiment t'as vu chaud, mais... Ouais, voilà. T'as chaud, mais on a vraiment vu les coraux blanchir. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont morts. Quand les températures sont redescendues, il y a quand même une bonne partie qui se sont régénérés. Mais on voit la différence. Ouais. Est-ce que tu as vu d'autres dérèglements sous l'eau? Au niveau de la vie marine, j'ai vu un poisson-lion en Grèce. On n'est pas censé voir des Il n'est poissons lions en pas Grèce? censé être là. On connaît beaucoup le problème du poisson-lion dans les Caraïbes. Cette fameuse histoire que il y a un poisson ou 6 poissons qui se seraient échappés d'un aquarium en Guadeloupe et qui ont infesté même les Caraïbes. Et quand j'étais en saison en Grèce, il y a mon patron qui m'a dit mais on a des poissons-lions en Méditerranée. Et j'ai dit oh, quand même. Il n'y a pas de poissons-lions en Méditerranée, l'eau elle est à 18 degrés, c'était le début de la saison, j'avais un peu de mal à y croire. Et puis un matin, pourtant on avait un seul site de plongée au bord de la plage, vraiment improbable c'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin, quoi. Et encore une très grosse botte de foin. Et là, sur le site de plongée, un poisson-lion qui trônait comme ça. Donc ça, c'est pas normal. Et ça c'est pas normal. Ils en avaient d'autres, des espèces invasives en Méditerranée. On a notamment un poisson ballon qui a rien à faire là. Et le problème de toutes les espèces invasives en général, c'est que elles arrivent dans un environnement qui n'est pas habitué à leur présence et qui ne sait pas se défendre. D'accord, ouais. Donc c'est ce qui s'est passé dans les Caraïbes avec le poisson-lion, c'est qu'il mange absolument tous les autres. Il a très peu de prédateurs. Et c'est un gros dérèglement pour la biodiversité. On peut imaginer que ça va être la même chose en Méditerranée. Et ce que tu disais tout à l'heure, ce que tu aimes bien faire, c'est quand tu arrives dans un endroit, prendre le bouquin qui correspond à cet endroit, voir les espèces qui sont dans le coin. C'est vraiment ça qu'on se dit, bon, à la limite, c'est un océan, on retrouve les mêmes espèces un petit peu partout. Je comprends que non, pas du tout. Là, en l'occurrence, le poisson-lion, il n'a rien à faire en Méditerranée. Non. Donc, en fait, chaque partie du globe a son écosystème, ses espèces marines. C'est ça. Avant qu'on intervienne là-dedans et qu'on vienne tout dérégler, chaque écosystème fonctionnait très bien, en harmonie, en symbiose, en mutualisme. Tout est très bien réglé, normalement. Et pourquoi c'est plus réglé ? Pourquoi c'est plus réglé ? Parce que y a la destruction des habitats des récifs à cause de la surpêche, de la pollution, l'acidification des océans. Il y a une liste de problèmes qui est longue comme le bras. Plus le transport. Le transport, ça a été... par exemple, le poisson-lion, a priori, il a juste passé le canal de Suez. C'est la voie, en tout cas, la plus directe pour la Méditerranée. Le poisson-lion qui s'est échappé dans les Caraïbes, c'est aussi l'affaire de l'homme. On a fait ça en mer, on a fait ça sur terre en détruisant des écosystèmes entiers parce qu'on a importé des chats, parce qu'on a importé des cochons dans certaines îles qui massacrent les autres espèces, qui viennent rompre l'équilibre qui s'est formé pendant des centaines et des centaines de milliers d'années, voire de millions d'années. Les requins sont là depuis plus de 420 millions d'années.
Et pourtant, maintenant, on a réussi à décimer plus de 90% de la population des requins. Il y a une tradition qui fait que les pêcheurs s'attaquent aux requins au Japon, je crois, principalement, qui est le shark finning. Oui. C'est ça. Donc c'est le fait de récupérer des requins, les monter sur le bateau, leur couper leur aileron, rejeter le requin sans son aileron. C'est ça. Et mettre l'aileron dans une petite soupe, qui est apparemment un plat très apprécié en Chine. En Chine. Ouais, ça, c'est un vrai fléau. C'est une catastrophe. C'est une des raisons des surpêches. Alors, t'as la pêche conventionnelle, on va dire, qui est subventionnée par les pays. T'as la pêche illégale qui vient se rajouter là-dessus, avec ce braconnage, justement, pour des ailerons qui valent très très cher. Mais on pourrait penser que ce finning, donc c'est le fait de pêcher le requin, lui enlever l'aileron et le relâcher, c'est quelque chose d'assez barbare et du coup forcément illégal, mais non. En fait, il y a des quotas aussi qui permettent ça, en fait. Qui permettent ça. Okay. Et par exemple, donc c'est encore quelque chose d'autorisé. C'est quelque chose d'autorisé et c'est quelque chose qui est subventionné. Et ça, c'est un des gros problèmes. Il n'y a pas besoin de partir dans les pays asiatiques. Alors, il suffit de regarder en Europe. Tu as la France et l'Espagne qui sont des gros pêcheurs de requins bleus. Alors nous, la différence, c'est qu'on n'a pas le droit de pratiquer le finning, c'est-à-dire de juste couper l'aileron, relâcher la bête à l'eau et ramener l'aileron. T'es obligé, si tu pêches un requin, tu es obligé de le ramener à terre. Donc c'est à terre que l'aileron sera enlevé et ensuite la viande de requin sera soit vendue, mais bon, ça se vend pas très bien, ça vaut rien. Et tu as le foie des requins qui est beaucoup utilisé pour faire en cosmétique, tu as des compléments alimentaires, tu as des produits qui sont faits à base de requins. Et l'Espagne et la France sont des gros pêcheurs, par exemple, de requins bleus. En France. En France. Gros pêcheurs. Et c'est nos impôts qui subventionnent ça. Et où se retrouve le requin bleu ? Parce qu'on n'est pas censé le voir dans le supermarché. Le requin bleu, je pense que la viande à la consommation est très peu vendue. Ouais. Mais par contre, comme je disais, c'est pour les cosmétiques, pour les compléments alimentaires, tout ça. Il y a de toute façon un marché. Sinon, ces entreprises n'iraient pas chercher autant de requins pour les ramener. Carrément. Et en Méditerranée, ils ont quasiment disparu. Ok, fait chier. Il y a une dernière question que j'avais envie de te poser. Si on remonte un peu à la surface, je sais que tu as été sauveteur en mer. Oui. Quelle est ton expérience par rapport à ça ? Comment on devient sauveteur en mer ? C'était après avoir fait 2 saisons comme saisonnier à Carrefour Market, pour pas les citer. C'était mon job étudiant quand j'avais 18 ans et 19 ans. Il me fallait un job d'été pour l'année scolaire qui arrivait. Donc j'ai fait ces 2 saisons à Carrefour Market et puis je me suis dit je suis sûr qu'il y a mieux. Hein. Je suis sûr qu'il y a mieux et mon père était aussi, il a fait ça pendant assez longtemps, surveillant de baignade. Donc je me suis dit, en fait, c'est pas une mauvaise idée ça. Hein. Alors j'ai fait c'est quoi, c'est 7 mois d'entraînement de piscine. Tu dois faire des niveaux de secourisme qui s'appellent le PSE1, PSE2, premier secours en équipe. Et donc ça te fait 2 fois 35 heures de formation pour ce secourisme. Une fois que tu as fini ton secourisme et les entraînements de piscine, on va dire, tu as un concours, une évaluation qui se fait une fois chaque année dans chaque ville de France. Tu as des sessions comme ça. Et tu vas à une session, tu te présentes, tu passes les épreuves, et si jamais tu as les épreuves, tu obtiens ce qu'on appelle le BNSSA, Brevet National de Sauvetage et de Secourisme Aquatique. Tu m'as l'air de très bien connaître tous les diplômes français, même si tu les détestes, tu les connais. Ouais, parce que je les ai pratiqués un petit peu, je les ai faits.
Et puis voilà, quand tu as ton BNSSA, ton secourisme à jour, que tu dois recycler tous les ans, tu postules. Ça peut être chez les pompiers, ça peut être avec les SNSM, ça peut être en civil, ça peut être en renfort police aussi. Tu as encore quelques postes police comme ça. Et c'est un super job d'été. C'est un super job d'été et c'est là que je me rends compte qu'en fait, tout ce que j'ai fait, même avant la plongée, ça a toujours tourné autour de l'eau. De la mer. Ouais. Oui, tu vas bientôt repartir sous l'eau, aux Açores, normalement. Oui. Génial. C'était une destination que tu connaissais pas tant que ça. Tu m'avais Non. dit que pour toi, l'Atlantique, ça ne se plongeait pas. C'est vrai que j'ai dit ça. Pour moi, l'Atlantique ne se plongeait pas, effectivement. Mais là, apparemment, tu vas y aller quelques fois. Ouais. Normalement, cet été, partir aux Açores pour 5-6 mois, je pense. Génial. J'étais assez étonné d'ailleurs de ce qu'ils proposaient. Donc ça va être Tu penses que c'est une destination touristique pour la plongée qui se développe ? Oui. Je pense que de ce que j'ai lu, en tout cas, ça devient assez populaire, évidemment, pour le whale watching, pour observer les baleines. Quand j'avais été aux Açores, je ne plongeais pas encore, je ne savais pas que la plongée c'était trop bien. Donc je m'étais même pas posé la question, en fait, j'avais pas encore été initiée. Et par contre, je savais en effet qu'on pouvait voir des baleines et j'étais partie sur un Zodiac avec, je sais plus le nom de la compagnie, mais c'était une compagnie qui était assez sensibilisée à tout ce qui se passe dans les océans et qui faisait bien les choses, je dirais, quant à l'approche au niveau des baleines. Et on avait vu déjà plein de dauphins et on avait vu 5 cachalots tout autour de nous et à pas si loin que ça des côtes. Donc je me dis, déjà ce que j'ai vu au-dessus de l'eau était incroyable, alors je pense que ce qu'il y a en dessous l'est d'autant plus et j'ai trop hâte d'y retourner. Ouais. Et apparemment ils ont quand même les raies manta, ils ont le requin baleine. J'ai vu de la plongée avec les requins bleus qui se fait de plus en plus. Alors ça, faut que je me fasse mon idée parce que j'ai vu que c'était avec des boules où tu sais, tu mets de la sardine dedans, tu mets de la compotée de poisson, on va dire, pour les attirer. Alors c'est pas du feeding, donc ça se discute. J'aime bien me faire mon opinion à chaque fois que je vais quelque part. Des choses qui peuvent paraître un peu négatives quand on connaît pas vraiment, en fait, après on s'aperçoit qu'elles peuvent être pas si mal faites que ça. Donc j'ai hâte de découvrir. Nice, et moi j'ai hâte d'aller voir là-bas. Merci Émeric. Faudrait plonger ensemble. C'était trop cool. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le liker, le partager un max et à vous abonner pour découvrir les prochains plongeurs du podcast La Tête en Mer. À bientôt.